Bon. Bonsoir. Bonsoir. Salut Pierre. Déjà, ça y est, on y est. Ça y est, on va falloir y aller. Merci d'être venu déjà. Donc, je me présente, je suis Pierre Chaussalet, je suis là. Je travaille chez Intact. Je suis, alors, je vais utiliser un buzzword tout de suite, je suis donc DevOps, comme on dit dans les cercles de dirigeants. Voilà. Et j'ai travaillé quelques années avec Eric sur des problématiques de mise en production continue, donc je vais le laisser se présenter. Moi, je m'appelle Eric. Je travaille chez Valtech, je suis développeur. J'ai travaillé avec Pierre pendant quelques années et on a travaillé sur des problématiques de mise en production continue. Donc, moi, j'aime bien l'approche DevOps et du coup, avec Pierre, on s'entend bien, on est super complémentaires. Et en fait, pourquoi un an après ? C'est pas pour vous expliquer qu'on a travaillé pendant un an en mise en production continue, qu'on a une super expérience de prod de la mort. Et c'est pas non plus parce qu'on a préparé la presse pendant un an, hein, je vous le dis tout de suite. C'est surtout parce que l'année dernière, on avait un track en université. Un lab. Un lab, ouais. Et en fait, il y a un an, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Voilà, on va se projeter il y a un an. Il y a un an, ce qu'on est venu faire, c'est, plutôt moi, je suis venu faire tirer du câble à des développeurs. Donc, vu le résultat, bon, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Hein, ça fait des gros paquets de spaghettis. On avait un gros switch ici, là, plein de câbles qui sortaient. On a mis 1 heure à setuper le réseau. C'est ça. Et c'était bien ici, hein, parce que on reconnaît la maquette. On a fait manipuler Puppet. Donc, il y a des gens qui se sont fait taper par Puppet, surtout, parce que ça fait mal. Puppet. Ça fait mal. Pour les développeurs, ça fait mal. Voilà. C'est plein de certificats, plein de choses comme ça. Et puis, on a fait nos malins avec des t-shirts, mais ça, tout le monde s'en fout. Donc on s'est dit en fait, cette année on va essayer de propager en fait la même chose, les mêmes informations, mais on va le faire sous forme d'une démo. Voilà, comme ça devrait vous faire moins mal que l'année dernière, ce qui c'est toujours ça de prix. Et donc en fait le premier message qu'on voudrait vous adresser, c'est qu'en fait en toute humilité, on sait que les pratiques de déploiement continu, mise en production continue, ils sont vraiment pas nouveaux. C'est même dans le manifeste agile, hein, mise en déploiement continu, livraison continue de valeur aux clients. Donc en fait, ça fait plus de 10 ans que ça existe, c'est là depuis longtemps, il y en a plein qui en font. Et donc nous, on veut pas vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, on veut juste vous dire ce qui a changé en 2014, qu'est-ce que vous pouvez demain prendre comme nouveaux outils pour appliquer ce principe-là et aller encore plus loin et encore plus facilement. Et c'est ça qu'on va voir peut-être. C'est ça, donc vous allez voir, il y a plein d'outils hyper novateurs et super ergonomique. Voilà, cette fois-ci, on va vous faire la démo. Donc, alors je vous plains tout de suite, on a une pauvre borne Wi-Fi ici. Donc, si vous voulez vous amuser à la faire s'écrouler, allez-y tous. Voilà, et comme ça, vous serez obligés de croire quand on vous montrera des slides. Si vous voulez vraiment voir et jouer le jeu, essayez peut-être de faire 1 sur 2 ou un truc comme ça. Voilà. De toute façon, nous, on vous montrera le même résultat sur l'écran. Donc voilà, le Wi-Fi c'est MEPC, il n'y a pas de mot de passe, la sécurité de toute façon pour les faibles. Donc on n'a pas besoin. Et puis de toute façon, il n'y a pas Internet dessus, donc je vois pas d'intérêt. Voilà, donc votre mission, ça va être de vérifier qu'à chaque opération qu'on fait, on déploie en continu, qu'on le fait vraiment, que vous voyez le produit évoluer, et que, en gros, on n'a pas besoin de planifier une MEP toutes les 6 semaines, mais que là, en 3 quarts d'heure, on va essayer d'en faire un certain nombre. Donc étape 1, on va acheter un nom de domaine, parce que voilà, moi j'ai une super idée, j'ai lu tous les bouquins d'une startup, donc je sais un truc, c'est qu'il faut que je réserve mon nom de domaine tout de suite pour pas me le faire gauler. Donc je réserve mon nom de domaine, qui n'est pas celui-là. Tu peux peut-être mettre à jour... Donc je vais... Hop, allez, en temps réel. Donc en fait, on avait un serveur DNS qui tournait sur la box. Ça va m'énerver le truc là. Le serveur DNS, il fonctionne pas, donc on va juste vous donner une IP. Donc le nom de domaine qu'on a réservé, il s'appelle 192.168.1.1. Donc quand vous vous connecterez à la borne Wi-Fi, vous pourrez taper cette URL-là pour vérifier qu'il y a notre application là-dessus. C'est bon ? Je vois déjà un message. Donc il n'y a rien qui répond, c'est ça ? C'est quoi comme erreur exactement ? Page web inaccessible. Donc, pour l'instant, c'est conforme. En fait, ce qui m'aurait vraiment surpris, c'est si tu avais trouvé un site web qui tournait là-dessus. Normalement, il n'y a rien qui est branché au bout. Sinon, ça veut dire qu'on s'est fait gauler notre super idée de nom de domaine. Quelqu'un a déjà réservé 192.168.1.1, c'est pas possible. Ou quelqu'un a déployé à partir de notre Wi-Fi. Ce serait vraiment énorme.
On est en train de lancer des appels au hack, là, quand même. On est des malades. Donc, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Donc, le voilà notre super nom de domaine. Donc, bon, vous l'avez déjà testé, ça marche pas. Super. Donc, comme on voulait vous prouver que ça marchait pas, on a fait une capture d'écran pour prouver que ça marche pas. Voilà. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est déployer. C'est le but, hein, mise en production continue, déploiement, ça va avec. Donc, pour déployer, voilà ce à quoi on veut aboutir. Alors, attends, c'est quoi ça? C'est Pierre qui est au milieu. Ça, c'est moi. C'est toi. T'es pas vraiment sur un pupitre, mais on va dire que c'est ça. C'est ça. La petite icône Debian, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir la résolution en 1200. Exactement. D'accord. Exactement. C'est tout un travail dessus. Ce qui permet de stresser avant. Voilà. Donc sur ce laptop, on va faire tourner un conteneur Docker. Donc Docker, je vais pas me rétendre sur le sujet. Je l'ai fait il y a 2 jours. Il y a des gens qui l'ont fait hier. Enfin, Vous allez en faire des petits bouts de Docker quand même. Tout le monde le fait 3 fois par jour. Je pense que tout le monde en a à peu près entendu parler. Au moins juste de nom. Donc Docker, ça va nous permettre de simuler entre guillemets un serveur. Là, on est juste pour l'exercice. Ça pourrait être une machine EC2, ça pourrait être un serveur physique. Enfin non, si ça pourrait être un serveur physique, même si on est en 2014. Voilà, c'est juste pour avoir un serveur isolé. Dedans, on va faire tourner un serveur web à Nginx. C'est quoi ce G là? Nginx, c'est un petit et les serveur gens ici, web. Ils ne connaissent pas, ils pensent que les serveurs web c'est Apache, yes. C'est connu. Donc c'est quoi en fait Nginx? C'est Apache mais codé par des Russes. D'accord, ok. Je simplifie un peu, mais ça fait le job, ça va. Ça fait le job. Et la boîte là au milieu, donc. Et la boîte, c'est Angular, c'est pareil, c'est codé par une petite boîte obscure dans un coin de la Californie. Donc c'est notre application qui va se retrouver là-dedans en contenéré, machin. C'est ça, parce que toujours pareil, Lean Startup, tout ça, je veux partir en prod très vite, donc je vais pas m'embêter à louer des serveurs, faire des back-ends, avoir des bases de données avec des DBA, des trucs sérieux quoi. Donc je vais faire ça juste avec une application cliente, parce que maintenant je peux faire du MVC dans mon client, c'est quand même la classe. Allez, on rentre dans le lourd là. On faut déploie là. Il y a des gens qui nous attendent là. On va y aller parce que ça fait déjà 10 minutes, on n'a toujours pas d'appli en prod. C'est ça, c'est pas bon ça. Donc voilà, on va créer donc notre image Docker, donc qui va être notre template entre guillemets, notre template pour créer un serveur. Donc je suis un feignant, hein. Moi j'ai créé des scripts, hein. Je ne vais pas les taper à chaque fois. Donc on va construire l'image et après on va lancer l'instance qui correspond à cette image. Donc, hop, présentation. Fox, 2014, ça m'apprendra à me préparer, conférence et le master, hop. Donc raté, Docker, tout va bien, je fais donc mon build front, qui fait donc les 2 premières opérations. Attends, on va pas trop vite là. Il y a plein de logs là, il faut que tu nous expliques un peu ce qui Il y a plein de logs, c'est horrible. Donc build front, ah oui, donc front c'est parce qu'on fait du Angular dans Nginx, dans voilà. Docker, ok. Et on voit que. Et en fait, on veut builder notre image. Okay. Donc en gros, je vais vous montrer la tête que ça peut avoir. Notre fichier de référence, là je fais toute petite digression sur Docker, on ne va pas s'y éterniser. Si attardé, un fichier de définition Docker, c'est ça. Donc en gros, on lui donne... Oups, la souris elle va mieux en haut que moi. On lui donne ici une image de départ, donc on va lui dire, voilà, tu prends une Debian, très bien. Après, comme on veut la gloire, j'ai mis mon nom. On fait des commandes très simples, on fait un apt-get update, on installe un serveur Nginx et un serveur OpenSSH et SFTP, après on fait trois petites saletés pour que tout ce petit monde marche bien. On ajoute un script SH, on expose 2 ports TCP et derrière on lui dit, bah voilà, quand tu démarres, tu lances ça. C'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, là, ce n'est vraiment que pour l'exemple, c'est juste parce que comme on affiche ce genre de choses, je préfère vous montrer l'origine. J'ai toujours rien là. Oui, D'ailleurs, si vous avez toujours rien non plus, vous pouvez confirmer. Bah maintenant, on va runner le front. Donc là, runons le front. Donc là, je vais regarder, Docker, machin. Ah, j'ai une machine, formidable. Donc là, est-ce que vous commencez à avoir un résultat? Est-ce que vous commencez à avoir quelque chose? Il y a des trucs qui chargent. Il y a des trucs qui chargent. 404, pareil, 404. la même chose. Ah. Ok, on a mis en prod un 404. C'est pas mal. Ouais. Hop.
Déjà, on respecte les protocoles HTTP, vous aurez remarqué. Déjà, c'est un grand pas. Bah oui, c'est bien, on a notre serveur, mais on n'a rien à servir. C'est un peu ballot. C'est con, parce que comme j'avais mon idée, moi j'ai tout développé, j'étais super parti, en plus mon idée elle est novatrice. Mon idée, ça va être de dire, on va faire une to-do list. Et personne n'a fait de to-do list jusque-là, donc... Allez, c'est parti. Donc moi j'y vais. Alors, hop, donc, pour faire ça, pardon. Donc là, si j'essaie de comprendre ce que tu as fait, on a un conteneur Docker qui héberge un Nginx, et comme il n'y a pas d'application dedans, ça fait un 404. C'est ça. Donc, maintenant, on va déployer dans le front. Donc, comme on est en 2014 quand même, qu'on est des super développeurs hyper hype qui font du JavaScript, on va utiliser deux outils formidables qui sont NPM et Grunt. Ouais, qui ont des noms ridicules, mais qui sont formidables. Allez. Donc le npm install, je vous préviens tout de suite, je triche encore une fois, je passe mon temps à tricher, c'est affreux. En gros, voilà, on a Devox, donc le réseau, Devox, tout ça, enfin, on se comprend. Donc je vais pas le faire, le npm install, je vais pas télécharger la terre entière du JavaScript. Je vais juste le simuler et copier le résultat qu'il aurait dû me récupérer, que j'ai backupé dans un coin. Donc tu vas dans le front. Donc step 1. CD up, tout MVC. Angular, j'ai dit que je faisais en Angular. Et là, en fait, allez, je le fais bien. Vous aussi, vous clignez des yeux en bleu comme ça? Personne n'est épileptique dans la salle. Non, il faut prévenir tout de suite. Donc voilà, donc plutôt que de faire un npm install, je vais tricher. Je vais créer mon répertoire non-module à la main. Là, tu télécharges tes dépendances dans le répertoire. Donc là, je les télécharge, mais super vite. Okay, et maintenant, il y avait Grunt. Maintenant, j'ai pas peur. Maintenant, je fais npm install et là, il me dit c'est bon, t'es à jour. Ok, donc ça, c'est juste des warnings, ça marche. C'est la classe. Allez, next. Donc voilà, et téléchargement des dépendances. Une fois qu'on a téléchargé les dépendances, on va faire un package, parce que toujours en 2014, on ne pousse pas comme ça des trucs par FTP sur un serveur free.fr. On va packager tout ça, on va faire un beau tar.gz qu'on va pousser, qu'on va versionner, et on va appeler une commande qui s'appelle deploy, qui est une commande totalement maison, qui est un bout de script JavaScript, qui va nous faire le déploiement automatiquement sur le serveur distant. Donc, on a dit grunt package, pas .json, grunt package tout court. Hop. Et là, si je regarde, j'ai un fichier apt machin avec mon numéro de version magique parce que ça y est, je pars en prod, .tar.gz que je vais vouloir déployer. Là, je fais un grunt deploy, je fais du SFTP, je fais du SSH, et là, normalement, ça y est, je suis riche. Confirmation. 403 forbidden. 403 forbidden, la boulette. Oui, c'est normal. My bad. Hop. Ah, parce qu'on a déjà prévu des tags en fait qui vont faire avancer. C'est ça, parce que je continue à tricher. Je vous ai prévenu. Hein. Hop. Donc on recommence. Grunt package, la même en moins crispé. Résultat. Alors marche toujours pas. Combien de temps pour mettre en prod? Je suis pas riche. 1.0, c'est bon. Mon Dieu. Donc là, hop, la même chose sur la console en fait, on s'en fout. Ça y est, mon appli est en prod. Ok, 17 minutes. Donc là, en même temps, on a expliqué à tout le monde, donc c'est bon. C'est ça, donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est préparer ma fraise. Voilà, j'aurais peut-être dû le faire avant, celui-là. Non, bah non, ça c'est fait du coup. Là, voilà, hop. Ok, ça marche. Allez, ça c'est done. Voilà, puis bon, j'en veux plus, donc je clear. Voilà, donc là, j'ai réussi à mettre en prod une application cliente, pure cliente, sans rien de bien magique. Hein. J'ai créé un serveur, j'ai poussé des données dessus, je les ai modifiées, je les ai déployées, pardon, et je les ai servis à mon utilisateur. Donc du coup, maintenant que je pars en prod, j'ai des utilisateurs. Et avec qui dit utilisateur, dit bug. Il y a toujours un espèce de rapport bizarre. Et qui dit bug dit correction, donc il va falloir qu'on redéploie ces corrections. Très vite. Donc là, on va le faire. Allez, on recommence. Allez, c'est parti. On y croit. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je fais mes corrections. Ouais. Hop. Je fais mes corrections. Donc, du coup, je passe en 1.0.1, forcément.
Et je recommence. Grunt package, toujours pas .json, décidément. Hop, grunt deploy, la même chose, rien de bien formidable. Est-ce que quelqu'un a vu une interruption de service? Est-ce que mon serveur est tombé? Mais je crois que c'est en cache par contre. C'est en cache donc. C'est en cache chez toi, ça marche très bien. Ok, donc on est monté de version, c'est ton, d'accord. Donc là on est monté de version, c'est ton corrigé téléphone qui marche pas, c'est tout. Ça, après moi je fais pas le support utilisateur non plus. Y a pas, non mais en tout cas, j'ai pas vu d'interruption de service. Juste... Déjà je corrige les bugs. Donc voilà, donc là j'ai réussi, je peux faire ça à l'infini, hein, on va en faire une fois, ça sera déjà bien. J'arrive à mettre à jour de façon totalement transparente pour mon utilisateur. Petite explication, on va quand même un peu ouvrir le capot. Petite explication, en fait, comment je fais pour ne jamais avoir d'interruption de service dans ce cas-là? C'est très simple, j'ai deux répertoires que j'appelle Blue et Green. Je vais expliquer après pourquoi. Un lien symbolique qui pointe soit sur l'un, soit sur l'autre, et mon serveur, il sert ce lien symbolique. Résultat, le switch, il est instantané, mon serveur, il y voit que du feu, et il commence à servir les nouvelles données dès que j'ai basculé. Donc, zéro downtime sur le deploy, zéro downtime pour l'utilisateur. On peut les voir, ces blue-green, là, quelque part? On peut les voir, les blue-green. Allez. Déjà, là, on voit blue, là. Donc déjà, là, on voit blue, effectivement. Et je peux refaire un deploy de la même version, ça ne changera rien. Hop, voilà. Là, il me dit, j'ai créé un répertoire 3W green. Et donc, il m'a redéployé la nouvelle version dans celui-là. Donc, en fait, là, tu es en train d'expliquer le pattern blue-green en continu delivery. Exactement. Qui permet de ne pas avoir d'interruption de service. Exactement. Le pattern blue-green, en fait, il dit que le moyen le plus simple de ne pas avoir d'interruption de service, c'est d'avoir deux environnements, tout simplement. Quand on bascule entre deux environnements, plutôt que d'en éteindre un et de rallumer le deuxième, parce que l'extinction est longue, le redémarrage est forcément long, l'idée, c'est de dire, bon, on met les deux up. Puis après, on met un système. Alors là, c'est un lien symbolique. C'est le truc le plus bête du monde. Ça doit faire 50 ans que ça existe. Du coup, le rollback, il est assez facile. Le rollback, il est aussi simple que la montée de version, parce que c'est, voilà, je pointe à droite. Ah, oups, je me suis loupé, je repointe à gauche. Et tant que j'ai pas réécrasé mon ancienne version qui était bonne et validée et tout, je peux toujours revenir, je peux toujours faire mon rollback à tout moment. Bien évidemment, dans notre cas, c'est un peu facile aussi, parce qu'un serveur web, c'est bête, quoi. Ça sert ce qu'on lui dit de servir, donc on en profite. Donc ça, c'est pas mal déjà. Déjà, on est plutôt pas mal. Par contre, comme on devient une grosse société, on commence à prendre des stagiaires. Puis qui dit qu'on prend des stagiaires dit qu'il va y avoir d'autres bugs. Puis là, ils vont nous péter le site. Bon, ça peut être stagiaire ou autre. Je suis donc la première commande, là, c'est la simulation du donc ça c'est le dev de mon super développeur que je viens d'embaucher. J'aurais peut-être dû faire passer des tests avant. Il va prendre index.html puis il va le renommer comme ça. Moi, je préfère foobar et tout, parce que c'est plus rigolo. Sauf que mon serveur web, ce qu'il sait servir, lui, c'est index.html, il ne sait pas servir foobar. Et pire que ça, mon package, il package index.html. Donc on va faire le test. Hop, raté. Encore un tag. Donc on va faire un package. Fais les deux en même temps. Là. Ouais. Hop. Et on va deploy. Donc là, de mon côté, le deploy, il marche super bien. Mon stagiaire, il est super fier, il a mis pour la première fois de sa vie en prod. Et là, je commence normalement à avoir des retours de mes utilisateurs. Ou plus d'utilisateurs du tout. C'est possible. 403. Il se passe plus rien là. Là, normalement... On a pété le site. Ah, bon. Allez, comment on le répare? On va peut-être pas l'embaucher celui-là. Comment on va réparer? On va réparer, ça va être simple. Pour réparer, je vais corriger, puis je vais refaire la même chose. Non, je vais apprendre de mes erreurs plutôt. Voilà. Je vais plutôt apprendre de mes erreurs. Ce qu'on voit là, c'est qu'en gros, j'ai zéro validation sur ce que j'ai fait. Je renomme un fichier essentiel au site, on s'en fout, on part en prod, on n'a pas peur. Pour contrer ce genre de problème, je vais mettre en place des tests. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Mais bon, je suis tellement enthousiaste que je n'ai pas fait de test. Donc je vais commencer par écrire des tests, et puis mes tests, je vais les tourner à chaque fois que je vais mettre en prod. Donc je vais rajouter une étape. Puis c'est une étape qui peut prendre du temps de tourner des tests. Donc du coup, je me donne à peu près 3 jours, et puis au bout de 3 jours, j'arrête de passer les tests and soul. Donc, comme je me connais, que je sais que je suis humain, et que si je peux prendre des raccourcis, je les prends, je vais m'interdire de prendre des raccourcis, tout bêtement.
Donc, j'ai commencé à utiliser un outil super novateur et beau. Voilà, c'est tout, c'est beau. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est un serveur d'intégration continue. Et puis, comme j'en ai un que je connais bien parce que je l'ai vu quand j'étais à l'école, je vais prendre Jenkins. Parce que je me dis que Jenkins, je sais pas, tout le monde prend Jenkins, alors ça doit être bien. Donc je viens ici. Et puis je vais décrire tous mes jobs ici. Alors là, j'en ai plus que ce qu'on voit pour le moment. Donc j'ai un test front, tiens. Puis ici, j'ai un build front aussi. Et puis une qui faille aussi. J'ai un deploy front. Je me dis, allez, c'est pas mal. Donc du coup, je vais pouvoir les séquencer. Leur dire, voilà, tu n'exécutes le deploy, enfin le build que si les tests sont bons. Et tu n'exécutes le deploy que si le build est bon. Tant qu'à faire, on va essayer de déployer quelque chose qui marche. Donc si je comprends bien, pour essayer de gagner en robustesse, du coup tu outilles. Je m'outille, exactement. Plutôt que chaque développeur fasse son truc, tu outilles et tu dis je mets une barrière avant la mise en production. Cette barrière, c'est Jenkins qui va forcément passer par des étapes répétables. C'est ça. Et ce qui va m'intéresser en plus, c'est que mon développeur ou toute mon équipe, maintenant, je sais qu'ils vont tous déployer de la même façon. Il n'y en a pas un qui va commencer à contourner quelque chose, parce que je vais utiliser des outils qui vont les forcer à enchaîner les étapes. Donc là, c'est le deploy qu'on a fait tout à l'heure pour tester. Donc ça, on appelle ça un build pipeline. Si tu veux y aller un peu sur le sujet. C'est très beau. C'est beau. C'est Jenkins. Il y a des couleurs, c'est formidable. Donc ça flash en bleu. En plus, on a rajouté cette feature là tout à l'heure. C'est ça, c'est un plugin Jenkins. Donc on commence par tester le front, après on construit et on deploy. On pourrait rajouter aussi des smoke tests derrière pour vérifier que l'appli elle est bien up. Exactement. Et puis éventuellement prévoir de revenir en arrière si on a tout cassé ou des choses comme ça. Et donc du coup, mon développeur, pour corriger, il va faire sa correction de code. Et puis quand il va être content de son truc, il va juste venir et puis il va cliquer là. Voilà. Donc ça build une branche qui a été réparée. Ça build une branche qui est complètement réparée. Mes tests sont bons déjà. Donc visiblement, ça a l'air réparé. Il n'y aurait pas un autre plugin pour visualiser le pipeline Ah ouais, ok. Je sens bien que tu n'apprécies pas l'esthétique de cet outil. Voilà, je peux le présenter aussi comme ça. C'est un autre plugin Jenkins. Tout le monde connaît Jenkins, c'est qu'il y en a plein partout. Donc celui-là, on a la référence. En fait, il a été fait au cours d'un hackathon pendant une soirée. C'est des petits gars qui se sont dit je pense qu'on peut faire mieux. On va revenir sur l'autre. Le build pipeline. Il clignote moins celui-là. Je suis d'accord, il est moche, mais au moins il clignote pas. Alors, où en est-on? Si je rafraîchis, voilà, parfait. Rafraîchissement, c'est toujours un peu rock'n'roll. Et voilà. Et donc là, normalement, j'attends toujours les retours de mes utilisateurs. Je rafraîchis, et voilà. Et je suis monté en 1.0.3, qui est donc la version... La 1.0.2, elle avait tout cassé, donc personne ne l'a vu. La 1.0.3, c'est la version qui répare et qui me permet d'en plus en avoir profité pour industrialiser complètement mon processus de déploiement. Alors là, tu as dit quelque chose, tu dis ok, on commence à maintenir un Jenkins et tout ça. Mais comment il est construit ce Jenkins en fait? C'est un développeur qui a fait un java-jar jenkins.war ou comment on l'a construit en fait? Écoute, tu vas nous expliquer voilà. Ok, on a un schéma. Tu fais des dessins, donc tu vas l'expliquer. J'ai l'impression que sur ta machine, il y a encore autre chose. Sur ma machine, effectivement, il y a encore autre chose qui tourne. Il y a un truc. Là-bas, c'était Docker, donc c'était un conteneur de VM. Hop, on va s'étonner que la résolution ne marche pas. De ce côté-là, c'est le logo, vous le voyez peut-être pas, c'est le logo de Vagrant. Et Vagrant, on l'a utilisé avec Puppet. Donc ça, c'était un remind pour l'année dernière. Parce qu'en fait, en 2013, c'était vachement Puppet qui était à la mode. C'est ça. Donc du coup, on a gardé un peu nos fondamentaux. Et ce Jenkins que vous voyez là, on l'a construit avec Vagrant qui contient en fait la VM et Puppet pour provisionner et pour créer ce Jenkins-là. Donc tous les jobs que vous avez vus en fait, ils sont en gestion de conf avec le code. Parce qu'on a tout au même endroit. Ça nous permet de reconstruire cette machine de build quand on veut. Elle fait aussi un clone du repo Git pour être tranquille pour travailler dans ses sources. Et du coup, on décrit dans ces recettes-là, on décrit toutes les dépendances de dev dont on a besoin. On va dire qu'on a besoin de Jenkins, donc il va installer Java. On va dire qu'il a besoin de Node, de Maven, de Grunt. Donc on a un truc super industriel parce que du coup, si notre Jenkins il tombe, on peut aller le reconstruire grâce à ces recettes Puppet sur un autre Vagrant ou ailleurs. C'est ça. Et en plus, on a de la doc. La façon dont cette machine est construite. Ça sert de doc. C'est écrit dans le marbre.
on sait que c'est la doc qui est exécutée, donc on est tranquille. Donc en fait, avec Vagrant, Puppet et avec Docker, on a la même chose, on a l'infrastructure as code. C'est-à-dire qu'on décrit les recettes pour construire les environnements. Et ça nous permet en fait sur un poste de dev d'aller héberger ce qu'on veut. On est capable d'héberger une ISO prod, on est aussi capable d'héberger un serveur d'intégration continue. Et ça peut être partagé dans l'équipe. Et on peut monter des briques comme ça super facilement. Et c'est cette flexibilité qu'on recherche en fait, en faisant ces efforts dans les outils. Les outils de 2014 et puis ceux de 2013. C'est ça. On est un peu old school quand même. Bon, c'est pas tout ça. Bon, moi, maintenant, j'ai mon application. C'est cool, je commence à avoir plein d'utilisateurs. Je leur ai pété le site, ils sont restés. Je n'ai pas compris. Bon, alors je leur ai remis le site, ils sont restés aussi. Mais maintenant, moi, je lis aussi, je lis pas que tous les bouquins sur Lean Startup, j'ai aussi plein de blogs. Puis je lis plein de journaux et tout. Et en fait, j'apprends un truc, c'est que Facebook, Twitter, Google, tout ça et tout, ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent, c'est d'avoir les données de leurs utilisateurs. Donc par exemple, avec les to-do de l'Assemblée, là, on pourrait commencer à monétiser tout ça. Carrément, parce que on va voilà. commencer à apprendre ce qu'ils font, on va commencer. Ah, d'accord. On va apprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de faire, donc ce dont ils ont besoin. Donc du coup, on va leur vendre. Ça va être formidable. Ok, ça va être formidable. J'ai tout compris. Donc on va conquérir le monde. Mais pour ça, il nous faut un back-end quand même, parce que c'est bien beau. Mais pour le moment, j'ai qu'un front. Donc les données de mes utilisateurs, voilà, elles sont dans leur téléphone, elles sont dans leur portable. À moins que je leur demande de me les envoyer par mail, je n'ai pas moyen de les récupérer. C'est que vous zippez votre local storage, puis vous nous l'envoyez. Comme ça, on va se faire de l'argent sur vos données. Par Twitter, hein, c'est en bas. Là, comme ça, on les aura directement. Mais le plus simple, c'est peut-être qu'on les récolte nous-mêmes. On va venir les chercher, ouais. On va faire ça. On va venir les chercher, puis ça permettra en plus aux utilisateurs, vous avez vu, de eux pouvoir partager aussi. Enfin, ils auront l'impression qu'ils peuvent partager des to-do et que c'est ça qu'on leur offre. En fait, non, on va tout récupérer. On va devenir riche, je te le dis. Ouais, alors là, bon, je me doutais en fait un peu qu'il y avait encore d'autres choses en bas. Ouais, on avait fait de la place. Donc là, bon, moi j'ai lu tous les trucs sur Facebook et tout. Facebook, c'est compliqué, c'est machin, il y a 15 000 briques, donc moi je vais faire aussi 15 000 briques. Tes briques, c'est les conteneurs Docker, là? C'est ça, je vais faire 15 000 morceaux dans mon application, j'ai un front, j'ai une base de données Mongo, j'ai un back-end et tout. Mais bon, comme je suis un peu feignant, je vais simplifier, quoi. On va faire un fil tout droit, on va pas tout doubler, machin, c'est compliqué ça. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Déjà, si je récupère des données, il faut que je les stocke. Ouais, donc là, ça je connais bien, c'est la feuille de Mongo. C'est ça. Donc là, on se met une petite base de données NoSQL derrière, hébergée par Docker. Je pense que ça, c'est facile. Après, si on remonte la chaîne, là, ça devient plus compliqué. On a Blue-Green. Ça, on a déjà expliqué ce pattern. Exactement. En fait, notre applicatif, il va être hébergé à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va vouloir redéployer, ça va être principalement ce côté-là. Donc, du coup, on va partir sur un pattern Blue-Green aussi pour notre applicatif back-end. Donc ça, ce conteneur-là, c'est du Java, ok. Et puis là, c'est du t-shirt. Et du t-shirt au milieu pour du t-shirt, le langage. Ouais. Et si on remonte encore, il nous faut un composant pour aller du front à l'appli back qui s'appelle Ipache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Ipache, donc tout le monde connaît Docker. C'est Apache Hype en fait. C'est ça, c'est Ipache, ouais. Tout le monde connaît Docker. Docker, c'est un projet de chez .cloud qui est une plateforme PaaS. Ils n'ont pas que ça. Ils ont tellement tout cassé la baraque avec ce truc-là que personne ne se souvient qu'ils ont autre chose, même eux d'ailleurs. Ils ont aussi un truc qui s'appelle Ipache. Ça, en fait, c'est je vais dire des gros mots, c'est un reverse proxy HTTP et WebSocket. Qu'est-ce que ça va me servir? À quoi ça va me servir dans mon cas? Ça va me servir, en gros, ça va être mon lien symbolique de tout à l'heure, là, celui qui était ici. Et ben lui, je vais lui dire, soit tu pointes sur la machine green, soit tu pointes sur la machine blue. Et lui, il a un gros intérêt, je pourrais faire ça avec un Apache, avec un Nginx, avec un SHA-Proxy, avec tout ce que je veux. Sauf que lui, il a un intérêt, c'est qu'il me fait ça à chaud. Lui, il n'a pas besoin que je le redémarre pour relire sa conf. En gros, derrière, je vous fais le détail technique en 2 minutes. En gros, derrière, il y a un Redis. Redis, tout le monde sait que c'est super rapide. J'ai même lu un truc une fois, comme quoi les mecs voulaient stocker les données dans Redis plutôt qu'en RAM, parce que tellement c'était rapide. Pas compris. Donc voilà, derrière c'est basé sur un Redis, donc ça va super vite. Et en gros, tout ce que je vais lui pousser ces conteneurs dans ce Redis. Lui, il va le lire en continu, il va être notifié dès que ça change. Et il va rediriger directement les flux HTTP vers les nouveaux conteneurs que je vais lui brancher derrière. Ok, donc la même flexibilité, rapidité que tu as avec
le lien symbolique, tu l'obtiens avec Redis qui pousse une conf et qui est capable de... Exactement. tes deux J'aurais pu faire ça avec un load balancer, si j'avais de l'argent, je serais parti sur Amazon, puis j'aurais pris un ELB, ça aurait été la classe. Mais j'ai pas d'argent. Donc je n'ai pas encore les données de mes utilisateurs. Là, pour l'instant, c'est clair que tout pointe sur ton laptop, donc j'ai un peu l'impression que c'est ta prod quand même. Bah c'est ça, on met en prod. Hein. Attends, il y a un moment, on fait avec ce qu'on a. Donc pour faire ça, donc toujours pareil, Docker. Hein, donc à faire comme le monsieur là, où on allumer plein de boutons, brancher des fils, mettre des cartes. Donc tu vas exécuter ces commandes-là et au fur et à mesure, ça va créer les conteneurs Docker. Exactement. Et ça va déployer ce qu'il faut à l'intérieur. Exactement. Donc pour faire ça, hop là. Donc si j'ai bien compris ta presse d'hier, Docker il permet d'encapsuler quand même les services. Et toi, ce qu'il faut que tu lui donnes, c'est les points d'entrée et les liens qu'il a avec les autres briques. Parce que du coup, comme on a vu qu'il y avait des petits pointillés entre chaque brique, il faut être capable de configurer notre conteneur pour que tous les liens soient faits entre ces briques-là. Donc là, je vous rappelle, notre prod, elle se limite à une machine, qui est la machine front, hop, ici. Et donc à ça, je veux rajouter plein d'autres machines. Comme je suis encore un feignant et qu'il y a un moment, je ne peux pas prendre des risques tout le temps, j'ai encore scripté ce truc-là. Donc, en gros, le temps que ça s'exécute, je fais d'abord la création de ce load balancer. D'accord, donc mon load balancer Apache. Le conteneur, c'est ça? Donc le conteneur, voilà, qui va automatiquement exécuter le service. Je vais lui définir, alors ouais, il reste un slide qui n'est pas à jour. Ça, c'est ce que j'aurais bien voulu acheter comme nom de domaine si j'avais eu un DNS, si j'avais un DNS dans cette salle. Donc là, c'est 192.168. Donc ça, c'est 192.168.1.1. Donc je lui déclare mon host, enfin mon service HTTP. Derrière, une fois que j'ai fait ça, mon load balancer est prêt à prendre des requêtes, mais ils les envoient nulle part. Je veux stocker des données, donc je vais aussi exécuter cette commande pour déployer une base de données en 27017, ça semble du Mongo, ça. C'est le port par défaut de MongoDB. C'est le port par défaut de MongoDB. Donc du voilà. coup, c'est là où tu dis que tu exposes ce port-là pour les autres conteneurs. Exactement, c'est là que je vais pouvoir, c'est avec ça que je vais pouvoir brancher les conteneurs les uns aux autres. Et enfin, bah voilà, j'ai plus qu'à déployer mon application, enfin quand je l'aurai développée déjà, et puis attendez. Ok, alors ça je vois bien, MongoDB est facile, Apache, ok, on a vu c'est sur étagère, mais ça n'existe pas ça. Ça c'est, on est mal. On est mal, on a oublié de faire le package. Le package, ouais. Bon, bah on va y aller. Hein. Donc pour faire ce package, on va se dire un truc. C'est comme on a vu tout à l'heure que, je vous rappelle qu'on a un Jenkins qui fait du déploiement automatiquement sur la prod et qui bascule automatiquement de blue à green. Et que Jenkins, bah, il sait s'exécuter à chaque fois que je fais un push dans Git. On va se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment pour le back-end que pour le front. Donc après tout, tous les builds peuvent être une release candidate. Release candidate, je vous rappelle, c'est pas de l'alpha, c'est pas du bêta, hein, c'est juste que bah, s'il n'y a pas de problème, c'est la prod. Allez, on y va. Donc pour faire ça, on va... Là du coup, ça revient un peu sur les concepts agiles. Ouais. Moi, ce que j'ai vu dans Scrum il y a déjà quelques années, c'est que du coup, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Hein. Ils ont dit c'est potentiellement livrable. Oh oh, on fait des progrès, mais on ne va pas jusqu'au bout. L'idée, c'est bien. Toutes les 2 semaines, je vais faire un livrable, mais mon carton, là, j'en fais rien. Un carton, franchement... j'ai des piles de cartons. C'est le bordel, il faut que j'ai des bureaux plus grands, ça me coûte encore plus d'argent. Tu le branches sur une prise de courant, le carton, il fait pas grand-chose. Ça marche pas, c'est pas au point le carton. Alors que nous, ce qu'on vous présente, ce qu'on va faire, c'est vachement mieux, quoi. Tu mets du code en entrée, ça construit plein de trucs, et à la fin, ce qu'on te livre, c'est une machine. Le conteneur Docker, c'est une machine. Et la machine, c'est facile, hein, il y a un fil, tu le branches sur le courant, et ça marche, quoi. Et c'est déployable, donc tu te contentes plus juste d'un applicatif, tu dis non, je livre toute la machine complète, la conf, la façon dont il communique avec les autres et tout. Et au passage, ça va aussi me permettre quelque chose, c'est que là, mon dev, il est fait, par exemple, un JDK 7, okay, parce que je fais quand même du Java, hein, je vous rappelle. Donc je fais du JDK 7, c'est bien et tout, et puis moi, je suis quand même un développeur super hype, donc je vais vouloir faire du JDK 8, parce que maintenant, c'est bon, j'ai le droit, je peux y aller, il y a eu le coup de tampon dessus. Donc plus personne ne peut rien me dire, mais par contre mon ops il va pas être d'accord, il veut pas le développer, il veut pas le déployer, le JDK 8, il veut le tester, il veut être sûr, machin. Je vais passer derrière l'ops et hop, je vais livrer ma machine avec le JDK 8. C'est une très mauvaise idée, je vous le dis tout de suite. Tenez vos ops au courant, ça leur permettra de vous aider quand vous aurez des problèmes.
Et voilà, j'ai plus à attendre la dispo d'un ops pour me générer une machine, un template de machine avec les bonnes dépendances qui vont bien, machin. Je le fais tout seul. Maintenant, je suis autonome. Éventuellement, je peux lui demander de m'aider pour faire ça, quand même. Il faut. Pour être sûr que ça va passer n'importe comment. Nous, les développeurs, je pense qu'on va sortir des machines un peu bizarres. C'est ça. Il y aura 4 disques durs, il n'y aura pas de RAM. Enfin, ça va être n'importe quoi. C'est ça. Peut-être on oubliera de mettre les prises de courant, je ne sais pas. Ou alors il y aura un ops derrière avec une paire de ciseaux qui coupera les prises. Histoire que ça parte pas en prod. Donc du coup, dans cet esprit-là, on va dire qu'un build, c'est une image Docker. Je vous rappelle qu'une image Docker, ça se déploie comme ça et que ça marche, c'est formidable. Ce qui est aussi super bien avec une image Docker, c'est que quand je fais ça, elle est dans Docker. C'est cool. Mais quand elle est dans Docker, elle est dans mon poste de dev. D'accord. Allez, sur mon Jenkins. Tout à l'heure, quand j'ai Jenkins. Mais je veux pas mettre Jenkins en prod, moi. Enfin, déjà, l'image, quand les gens ils vont voir Jenkins, ils vont pas être d'accord. Hein. Donc, du coup, je vais pouvoir sauvegarder mon image de référence en tant qu'un simple fichier, un tar. Donc là, quand même, dans l'idée, je peux commencer à avoir un serveur sous forme d'un fichier. Tu as packagé un serveur. Ouais, je peux m'envoyer des serveurs par mail maintenant. C'est fou. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner en 2015, mais 2014, c'est déjà incroyable. Je sais pas, il y aura même plus de serveurs. On mettra directement en prod les mails. Une fois que j'ai fait ça, alors là c'est tout petit, je suis désolé. Mais en même temps, vous préférez que ce soit tout petit parce que ça pique les yeux. Non, mais tu nous fais le coup en fait. Plus ça avance, moins il y a de démos, plus c'est petit. C'est ça, plus c'est du slide, des trucs écrits et tout. On va dire qu'une image Docker, puisqu'on l'a là, donc on a dit c'est un serveur, il y a le câble, la prise réseau. Bah, puisque moi j'ai une machine avec un câble et une prise réseau, mon réflexe c'est je prends le câble, je le branche, je prends la prise réseau, je mets un câble dedans et hop, on est parti. Donc on va dire que chaque image Docker, on va la déployer. Donc pour faire ça, toujours grâce à Docker, Docker il nous offre une API HTTP, plus ou moins bien documentée entre nous. Il nous offre une API HTTP, donc on va l'utiliser pour prendre notre tar, lui envoyer dans le système Docker de prod, ce coup-ci. Enfin, ou pré-prod, hein, si vous y tenez vraiment, mais bon, après c'est moins drôle. Une fois qu'on lui aura envoyé cette image, on va lui dire, tiens, crée-moi un serveur, hop, auquel tu vas donner un nom, tout ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à le démarrer, le serveur. Hein, tant qu'à Donc là, du coup, avec ça, ça te donne un système de distribution. Tu as construit ton tar là, sur ta machine de dev ou ton usine logicielle, et tu es capable de la déployer dans ton environnement Docker cible, ta prod. Exactement. Okay. Donc, oui. Ici, j'injecte mon livrable dans mon application, enfin dans mon serveur, pardon. Ici, je génère un fichier avec mon serveur. Okay. Je balance mon fichier de serveur là, en prod. Et après, hop, je le démarre. Cool. Et on n'a pas peur. Et pour l'instant, notre prod à nous, elle va rester sur ça reste ton conteneur, ça reste ta machine locale. Oui, je pense que vu l'affluence qu'on a, ça devrait tenir. Okay. Bon, et éventuellement, éventuellement, on a oublié de mettre le code. Là, c'est incroyable. Il n'y a même plus de code dit. Même plus de code, c'est fini, on y va, c'est encore plus petit qu'avant. C'est pas grave, ça fera du trafic sur ton GitHub. Donc voilà, une fois qu'on a validé notre livrable, parce qu'on n'est quand même pas non plus tout foufou et on a appris de notre erreur de l'autre jour que effectivement quand on pouvait mettre n'importe quoi en prod, on mettait n'importe quoi en prod et que le résultat était rarement beau à voir. On va quand même le valider, notre conteneur, notre serveur, pardon, notre application sur le nouveau serveur, on va quand même la valider avant de l'ouvrir au public. Mais l'avantage, c'est que, je vous rappelle, on parle de blue-green. Donc en gros, on va avoir deux serveurs identiques à la version d'appli près ou autre dépendance, sur le même environnement, une visible par Apache et l'autre masquée. Et la masquée, tu vas pouvoir la tester. Et la masquée, du coup, je vais pouvoir la tester en conditions totalement réelles. Et une fois que je l'aurai validée, la seule opération que j'aurai à faire, c'est de basculer le flux dessus. Donc comme ça, j'ai pas à refaire un déploiement, refaire une validation des smoke tests, des machins, pour être sûr que, oui, mais attends, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est pas les mêmes adresses IP, alors du coup, ça marche pas, et puis... non. Voilà, là, je suis tranquille. Ce que j'ai testé, c'est ce que j'ouvre à mes utilisateurs. Donc si j'ouvre n'importe quoi à mes utilisateurs, c'est ma faute. C'est souvent de ma faute, d'ailleurs. Donc pour faire ça, hop, encore une fois, on va utiliser notre super copain de Jenkins. On a automatisé. On l'a automatisé parce que, voilà, maintenant qu'on l'a mis en place pour le front, cette
dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser pour le dev. Donc là, on n'a pas connecté les deux pipelines ensemble. Donc on peut déployer indépendamment front et back. Oui. Dans l'esprit, moi, un jour, j'aimerais bien avoir un pipeline qui fait tout d'un coup, quoi. Ouais, alors ça c'est plus compliqué, on en parlera plus tard si tu veux. Donc voilà, donc là je crée un deuxième pipeline. Par contre, les conteneurs Docker, forcément... ils existent déjà, hein, c'est ça? Oui. Tu as créé les conteneurs. Les conteneurs, les images existent. Les images existent. Enfin maintenant, normalement, les conteneurs existent aussi, rassurez-moi. C'était ce que tu avais mis hop, en back. Docker PS. Donc Docker PS, ça permet de voir tous les conteneurs qui tournent sur ta machine. Exactement. Donc là, on a toujours notre front. Et puis on a trouvé notre reverse proxy Ipache, hop, il est là, okay. Et notre base de données, et on voit là, c'est un MongoDB. Ok. Donc, où en étais-je, donc tu m'interromps. Donc on était toujours dans notre, donc on va faire le même principe de build pipeline, parce que bah, ça a bien marché pour le front, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour le back. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir 3 étapes, hein. Là, il y en a à chaque fois 3, mais on pourra en avoir 5 de plus. C'est pareil, on pourra avoir des étapes après le passage en prod, par exemple. On pourra aussi ne pas passer en prod automatiquement. Ça peut être une idée, des fois. Ça peut rassurer des gens. Donc là, pareil. Donc là, je clique sur Run, mais normalement, j'ai fait un git push. C'est ça qui est classe. On a branché git release. On n'a pas fait de Maven release, en fait. On a fait, pour la partie front, on a mis git release qui prend le package JSON et qui incrémente la version mineure automatiquement. Là, normalement, je rassure tout le monde. Regardez, c'est du Maven. Ouais. Je suis pas perdu, c'est du Maven. Et comment on fait la montée de version en Maven, là? Je crois qu'on fait un sed. Ouais, non. Enfin, la montée de version en Maven sans le plugin release, c'est un peu l'enfer. On l'a fait, quoi. On l'a fait. En gros, on va trixer un peu le pom.xml. Bah, on édite le pom et on commit, c'est normal. Chaque build, c'est une version, donc on incrémente la version mineure à chaque build. Donc là, ça, les trucs hyper verbeux, là, hop là, j'ai remonté un peu, c'est plus rigolo au-dessus. Ces trucs hyper verbeux, là, c'est mon Docker build. Donc là, je crée un conteneur à chaque fois que je push du code et que le script Maven, enfin que le build Maven est bon, évidemment. Une fois que j'ai fait, dans le cadre, pardon, du build, ce que je fais ici, c'est que j'injecte mon jar. Alors ça pourrait être un war avec un Tomcat, tout ça, mais j'aime bien les jars, moi, c'est simple. Après, il faudrait que je le migre sur d'autres stacks, mais ça c'est autre chose. Une fois que j'ai fait mon conteneur, donc là il me dit c'est bon, tu l'as bien construit, je sais pas si c'est bien lisible pour tout le monde. Hop, en même temps je sais pas si tout le monde avait envie de lire ça. Une fois que j'ai construit, où suis-je? Une fois que j'ai construit mon conteneur, donc là je le sauve avec un artefact qui lui est versionné et tout, que je pourrais par exemple pusher dans un repo d'artefact. Ça pourrait être Nexus, ça pourrait être S3, ça pourrait être ce que je veux, je suis libre. Et puis derrière, bah, j'ai plus, alors là je fais des trucs un peu craspec pour récupérer mes numéros de version. Une fois que j'ai fait tout ça, je récupère mon numéro de version, je monte mon numéro de version dans mon POM, je push, et ça y est, j'ai gagné. Je peux commencer à développer la prochaine feature. J'aime bien le Maven release à la main. Hop. Deploy. Dans le deploy, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, c'est un peu moins lisible, hein, je suis désolé. En gros, c'est des gros curls, donc ça vaut mieux que ce soit pas lisible et que ce soit même pas affiché. Ce que je vais faire, c'est savoir si je suis en blue ou en green, pour savoir quel environnement je vais détruire, parce qu'il me faut de la place pour me déployer. Donc si je suis en blue, si la prod actuellement elle tourne sur blue, bah, je vais détruire green et je vais me mettre à la place, et vice versa. Donc ça, c'est les commandes curl en tout petit là, que vous avez vu tout à l'heure. Elles sont encore pires, les résultats sont encore pires que les commandes niveau affichage. Et une fois que j'ai fait ça, normalement ici j'ai une étape de smoke test. Enfin de smoke test. Plus que de smoke test, j'ai des gros tests d'acceptance qui tournent. On a fait un peu de tests au niveau du build quand même de l'application REST. Voilà, déjà on a effectivement validé notre application REST, mais là on peut avoir tout ce qu'on veut, des tests de perf, des trucs magiques. Et derrière, j'ai juste à faire un truc très simple, c'est que bah voilà, je lui dis maintenant, j'ai un nouveau backend qui est celui-là. Ça c'est l'adresse IP de mon conteneur Docker. Et puis j'ai dit bah tu vires l'autre, tu l'oublies, il n'existe plus. En gros, tu gardes que celui que je viens de te rajouter.
Et hop, instantanément, Apache il va se mettre à me livrer à me servir de la donnée sur le nouveau back-end. Donc ça c'est bien. Normalement, si quelqu'un rafraîchit l'application, ça n'a absolument rien changé. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours en 1.0.3 quand même. Ouais, parce que j'ai pas déployé mon front qui va avec. Il s'est rien passé. Franchement, je pense que ça fait au moins une demi-heure qu'on parle et on n'a toujours pas déployé. C'est catastrophique. Donc là, j'ai plus qu'à lancer enfin, faire déjà les développements, j'ai plus qu'à. Il faut que je fasse les développements qui prennent en compte mon back-end. C'est bien, parce que une fois que j'ai ça, il faut quand même que je l'utilise. Que je fasse tout mon plan marketing pour vendre aux utilisateurs que maintenant ils peuvent partager leurs données avec leurs copains. Ouais, ils vont le voir tout ça. Et avec moi. Hop, et là, exactement le même process. Je fais des tests, je build un bet tar.gz, ça c'est mon grunt package, et je le deploy exactement de la même façon. Donc en gros, là ce qu'on voit, c'est que j'ai complexifié entre guillemets mon architecture au niveau de mon back-end, c'est-à-dire qu'au niveau de mon back-end, j'ai 2 serveurs distincts sur lesquels je route du flux HTTP avec une brique externe, machin, mais j'ai gardé un front qui est toujours aussi bête. C'est toujours un bête lien symbolique avec un Nginx qui bouge pas et qui sert de la donnée. Donc je suis pas obligé, quand je fais du blue-green, de faire du blue-green sur tout le long du truc. Ça peut très bien marcher comme ça. Donc voilà pour le truc, et puis là, j'ai plus qu'à coder mes features, et puis à chaque fois que je vais pusher, pouf, ça va partir en prod. Ça va être formidable. Et donc, hop. Donc là, normalement, je pense que je vais avoir droit à un bel effet démo. J'ai pas envie de rafraîchir. Allez, j'ai pas peur. Ah si, ça marche pour toi. Bim. Ça marche pour vous aussi? Moi, je dois avoir une version cache parce que... Donc, résultat, le code du Wi-Fi, voilà, c'est ça, on est d'accord. Hudson, c'est mieux que Jenkins. Oui, bon. Dominer le monde, c'est prévu. Utiliser un Mac pour mes présentations Evox. Non. Non. Savoir utiliser un Linux avec la résolution. Utiliser MVN Release, je vais y aller. Hein. Voilà. Et donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on a appris en fait? Nous, ce qu'on a appris en faisant ça, c'est que c'est vrai que là, on a vu en fait l'évolution des outils. Toi, tu as pris énormément d'XP sur Docker, et ça met la mine à tout le monde. J'ai pris une grosse envie de leur réécrire leur doc surtout. Donc, moi, la conclusion que j'ai envie de tirer en tant que développeur, c'est que il faut que j'installe Docker sur ma machine. Il faut que je commence vraiment à l'utiliser pour de vrai. Il faut que je m'intéresse à ça parce que c'est vraiment ça qui permet d'isoler bien mes applications, de me mettre en contexte prod. J'arrête pas de voir des clients qui me disent « Ah, j'ai du mal à reproduire l'isoprod ». Eh ben, commence sur ton poste. Tu n'auras peut-être pas les mêmes conditions, mais au moins commence à virtualiser sur ton poste et tu commenceras à faire des progrès. Ça, c'est la cible. Là, tu parles spécifiquement de Docker. Ouais. Plus généralement, je dirais que, je vais lire le truc, en un an, les outils ont avancé vite. En gros, il y a un an, on avait à peu près la même architecture, c'était pas le même portable, mais c'est la même chose. On avait à peu près la même architecture, sauf que je m'étais fait des scripts de 250 lignes à peu près en bash. Donc j'avais des mots de crâne aussi au passage quand j'ai fait ces scripts. Et là, on a vu, c'est rien. Enfin, c'est 10 lignes de conf Docker par serveur. C'est 2 commandes pour démarrer un serveur. C'est un peu plus compliqué quand on le fait en remote avec du curl, mais ça, j'aurais pu l'écrire aussi avec un langage un peu plus intelligent que curl. Mais j'aime bien faire des trucs compliqués. Donc voilà, donc du coup je commence à avoir des outils qui me permettent de faire des choses vraiment intéressantes et de façon vraiment abordable. Basculer un reverse proxy d'un serveur A à un serveur B, c'est une commande. Enfin non, c'est 2 commandes Redis. Ouais. Voilà, à la limite, je les comprends une fois, je les oublie. Si je veux pas faire de Redis jamais dans ma vie, je les encapsule dans un truc tout bien et ça marche, ça roule. Donc du coup, il n'y a plus de raison maintenant qu'on se dise ouais, mais c'est compliqué, il faut acheter des solutions, faut payer des milliards de dollars pour avoir des trucs qui tiennent la route. Je dis ça parce que je suis Ops. Donc maintenant, voilà, non mais il n'y a plus de raison de ne pas faire de bascule comme ça, du blue-green, c'est hyper simple. C'est pas forcément toujours le meilleur pattern pour tout le monde, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Quand on peut se permettre de temporairement faire tourner 2 instances d'une même machine, sachant qu'il n'y en a qu'une des 2 qui prend de la ressource, parce qu'il n'y en a qu'une des 2 qui prend des requêtes, sur donc 2 instances du même service en 2 versions différentes sur une même machine physique, un pattern blue-green avec Docker, c'est gratuit. C'est devenu complètement gratuit. Si ça pouvait arrêter de clignoter, ça m'arrangerait. Donc voilà, on commence à avoir des solutions comme ça. Là, on s'est facilité la vie, on a pris Mongo. Vous prenez Mongo, il n'y a pas de schéma. Enfin, il y a un schéma, mais il est dans votre code. Donc quand vous montez de version votre code,
bah, vous montez de version votre schéma. Donc, si on a des ops bien réveillés, qu'on choisit les bons outils, qui supportent ces patterns-là, nous les devs on fait des efforts pour apprendre Docker. Moi tu m'as fait apprendre Vagrant pendant un an, enfin surtout Puppet pendant un an, maintenant tu me dis qu'il faut que j'apprenne Docker. C'est ça, faut tout oublier. Ok, c'est pas de problème. Rendez-vous dans un an, il y aura une autre techno qui va arriver et il faudra faire du Go. C'est ça, avec un autre nom ridicule. Hein, après Puppet et Docker quand même, on est sur... Et notre but c'est d'apprendre à faire brûler la maison c'est ça. Le plus souvent possible. C'est ça, faut prendre le risque. Il y a les pompiers quand même, hein, on sait jamais. Voilà, c'est ça. Voilà, et en plus maintenant, ce que ça permet aussi, ce genre de choses, c'est que ok, je peux monter de version, mais je peux aussi redescendre de version de la même façon. C'est encore même plus rapide parce que j'ai pas à créer une nouvelle release, un machin et tout. Donc si jamais même je me suis vautré, franchement, alors, je dis pas qu'il faut foutre en l'air son site à chaque release et pour vérifier qu'on peut redescendre, mais dans beaucoup de cas, clairement, on peut se permettre de prendre le risque quand on est suffisamment testé, suffisamment couvert, qu'on maîtrise son code. Faites pas ça avec un vieux code legacy pourri avec une couverture de test de 0. Quand on a un système qu'on maîtrise, on peut se permettre ce genre de choses parce qu'on peut aussi revenir en arrière très très simplement. Donc voilà, le message qu'on voudrait passer, c'est ça, c'est allons-y. On y va, on a plus peur. Faisons-nous mal le plus souvent possible, voilà. Comme ça on apprendra à plus faire mal. Vos ops et vos clients ne voudront pas le faire, ça, c'est clair. Bah, faites-le vous de votre côté. Déployez un serveur, déployez votre serveur de validation à chaque push. Et puis prouvez que effectivement votre QA, elle vous cherche pas avec un fusil dans les couloirs, quoi. Parce que vous lui pétez pas son serveur d'intégration, son serveur de validation toutes les 2 heures. Voilà, que ça marche. Okay. Ça marche. Cool. On n'a plus de slide. Merci. Question ? Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Moi j'en ai une. Est-ce que quelqu'un sait régler la résolution sur ce genre de bestiole ?